C'était une scène théâtrale. Les flots de lumière, la lueur des torches, les chants nazis chantés par des milliers de voix, et au centre de tout, l'homme choisi. Les lèvres contractées par l'émotion, vers qui s'élevaient les acclamations enthousiastes. Je pourrais compter sur mes doigts ceux que j'ai connus et qui, en ce jour où Hitler accédait au pouvoir, ont eu la sagesse de prévoir la catastrophe où courait l'Allemagne. Ce 30 janvier 1933, le vieux président Hindenburg cède aux pressions et nomme Adolf Hitler chancelier. Stupéfaites, les capitales du monde entier veulent tout savoir sur cet énigmatique nouveau chef de gouvernement. À cette époque, les yeux et les oreilles des grandes nations, ce sont leurs ambassadeurs. À commencer par le diplomate le plus en vue de Berlin, le très flegmatique français André-François Poncet, ici avec son épouse Jacqueline, sur cette très rare archive personnelle. Bourgeois cultivé, ex-secrétaire d'État, François Poncet mène grand train dans son ambassade, en plein centre de la capitale. Bilingue, il devise en allemand avec Hitler. Avec ses collègues ambassadeurs, l'italien Cerutti et son épouse, l'américain Dodd ou le britannique Sir Phipps, ils vont se révéler les meilleurs observateurs du nazisme. Car si, au début, les nazis ont décidé de ménager ce très chic microcosme et sa succession ininterrompue de dîners et de réceptions, rapidement, le climat se dégrade. Les diplomates se transforment alors en lanceurs d'alerte, sans provoquer aucune réaction de la part de leur gouvernement. Leurs dépêches secrètes et archives personnelles sonnent aujourd'hui comme la chronique d'une guerre programmée. À son arrivée à Berlin, 2 ans plus tôt, en septembre 1931, André-François Poncet est accueilli à la gare par la coqueluche des soirées diplomatiques, Bella Fromm, chroniqueuse mondaine du grand quotidien libéral Vossische Zeitung. Voici Frau Bella, encore jeune femme, juste après la Première Guerre mondiale, avant que l'inflation ne dévore la fortune de sa grande famille bavaroise et avant que les nazis ne la harcèlent, car Frau Bella est juive. Mes chroniques furent immédiatement populaires. Et à travers ma position d'amie et de chroniqueuse des diplomates, j'ai vu et entendu plus que d'autres. Frau Bella connaît tout le monde. Les quelques 200 personnes qui font le milieu diplomatique, la vieille noblesse allemande et même de nombreux nazis. D'autant que tout ce petit monde vit dans un espace réduit, juste à côté du Tiergarten, le parc central de Berlin, et de l'imposant Reichstag. De l'ambassade de France, située à côté de la porte de Brandebourg, Pariser Platz, numéro 5, Bella, où les diplomates n'ont qu'un saut à faire jusqu'à l'ambassade américaine juste en face. Puis, on trouve les Britanniques, Wilhelmstrasse 50, et un peu plus loin, les Soviétiques. Quelle meilleure place pour observer le ministère des Affaires étrangères allemand et la chancellerie d'Hitler. « 7 février 1933. Le milieu diplomatique est en effervescence. Il va rencontrer pour la première fois Hitler, l'ex-caporal de la Première Guerre mondiale, devenu chef du gouvernement. Je me suis rendue au dîner formel offert par Hindenburg, où Adolf Hitler a fait ses débuts dans le monde des diplomates. Tout le monde regardait Hitler. Le caporal semblait mal à l'aise, maladroit et de mauvaise humeur, empêtré dans sa redingote queue de pie. Il froissait son mouchoir, le roulait. Il avait clairement le trac.
La soirée fut brillante. Et dans toute cette large compagnie, il y avait seulement 2 femmes juives, Maria Cinchuk et Elisabetta Ceruti, les femmes des ambassadeurs russes et italiens. J'étais la non-aryenne numéro 3. Pour moi, ces dîners promettaient d'être des plus intéressants. L'avant-veille, j'avais été appelée au téléphone par Frau von Meissner, la femme du premier secrétaire de la présidence. Elle m'apprit d'une voix que l'émotion faisait trembler que c'était moi, l'élu, que les chanceliers devaient conduire à table. Mon mari me recommanda de bien observer Hitler et de ne pas perdre un mot de ce qu'il dirait. J'allais en effet être la première à pouvoir parler au Führer. Monsieur Hitler m'est apparu comme un homme de taille moyenne et d'aspect effacé. Sa figure n'a pas de traits fortement marqués. Elle est d'ailleurs moins celle d'un ouvrier affiné que celle d'un paysan défroqué. Son visage est légèrement bouffi, un peu couperosé. Ses yeux noirs, assez éclatants, ont un regard fixe et sombre, où passe parfois une lueur troublée qui leur donne une expression impérieuse et passionnée. Il roule les airs. Sa façon de parler est rude et presque paysanne. Hitler est tout au plus un Mussolini de village. Les ambassadeurs ont suivi l'essor de l'agitateur nazi depuis la République de Weimar. Mais là, tout s'emballe. La nuit du 27 février 1933, les enfants François Poncet observent de leur lit le Reichstag qui s'enflamme, juste derrière l'ambassade. S'ensuit un mois de répression féroce. Puis, dans une mise en scène savamment orchestrée, les députés votent les pleins pouvoirs à Hitler, au sanctuaire prussien de Potsdam. Berlin, rapport d'ambassade, 30 mars 1933. Au lendemain de la journée de Potsdam, le Reichstag s'est dessaisi de toutes ses attributions. Il faut pourtant souligner la technique impeccable, implacable suivant laquelle a été accomplie cette légalisation parlementaire de la dictature. Des miliciens dans les couloirs, des sections massées autour du Reichstag avaient reçu l'ordre de crier à intervalles réguliers « Nous voulons les pleins pouvoirs, sinon gare à la casse ». Quand les nazis se vantent d'avoir accompli une révolution, ils n'exagèrent pas. Le flot qui vient de crever toutes les digues est un flot révolutionnaire. Son cours n'est pas tracé d'avance. Nul ne saurait le prédire. Mais il faut le constater, dès aujourd'hui, l'établissement de la dictature n'aura suscité ni héros, ni martyrs. La démocratie allemande n'aura rien su sauver, pas même la face. Militants communistes et sociodémocrates et quelques juifs sont jetés dans les premiers camps de concentration officiels, ouverts à Dachau, à côté de Munich, et à Oranienburg, près de Berlin. Le mot Gestapo, police secrète d'État, devient synonyme de terreur. Le 1er avril 1933, c'est au tour des magasins juifs d'être attaqués et boycottés par les SA, les sections d'assaut. Les diplomates notent que les fonctionnaires juifs sont systématiquement renvoyés. Mi-juillet 1933. Hitler est au pouvoir depuis 6 mois lorsque Frau Bella accueille le nouvel ambassadeur américain William Dodd et sa famille. Faute de candidat, le président américain Roosevelt a nommé un historien sans aucune expérience diplomatique à ce poste stratégique. Je ne suis pas fait pour la diplomatie internationale. Je ne suis pas le genre roublard hypocrite.
tout ce qui est nécessaire pour mentir à l'étranger pour son pays. Et qui aurait envie de vivre à Berlin pendant les 4 années à venir? Sans grands moyens, l'ambassadeur américain loue une belle villa juste en face du parc. Le propriétaire juif espère ainsi sauver sa maison des razzias des SA. Dodd et sa femme reçoivent peu, mais leurs enfants réunissent volontiers amis et journalistes étrangers qui leur sont présentés par Bella Fromm, et même quelques nazis comme l'étrange Ernst Hanfstengel, dit Putzi. Ami de longue date d'Hitler, ayant grandi aux États-Unis, Putzi a été chargé par les nazis à la fois d'amuser et de surveiller le petit monde des diplomates. Il se joint volontiers à eux et joue du piano. On dit que son jeu fait pleurer Hitler lui-même. J'étais en contact étroit avec l'ambassadeur des États-Unis à Berlin, Dodd. Alors qu'il eût fallu à cette époque, pour occuper ce poste, un millionnaire aux reins solides, capable de rivaliser avec la folle prodigalité des nazis, la puissante Amérique était représentée à Berlin par un petit fonctionnaire aux allures effacées qui paraissait se croire encore sur le campus d'un collège. Le meilleur atout de Dodd était sa fille, blonde et séduisante, jeune personne avec laquelle j'avais rapidement sympathisé. Les jeunes ont le regard éclatant et plein d'espoir. Ils chantent avec des yeux brillants et une langue sûre. Quel beau gars équilibré ces Allemands. Bons, sincères, sains, d'une brutalité mystique. Des types bien, pleins d'optimisme, prêts à la mort et à l'amour. Des êtres riches, merveilleux et étranges, tous ces jeunes de l'Allemagne moderne, de la croix gammée. Martha est fascinée par l'ordre nazi. Lors d'une soirée, elle tombe amoureuse d'un de ces hommes aux airs farouches, Rudolf Diels, le tout nouveau chef de la Gestapo. Il avait le visage le plus sinistre, couturé que j'ai jamais vu. Une beauté cruelle, brisée. Il venait très souvent dans notre maison, car il cherchait à apaiser les États-Unis. Le cercle feutré des ambassades est préservé, mais dans le reste du pays, la mainmise nazie est implacable. Brecht, le collègue nazi qui nous a été imposé dans notre journal, est arrivé pour se faire réécrire ses articles pour qu'ils soient publiables. Il me demande de l'emmener en voiture à Grunewald. Il déverse tellement de ragots du parti que cela m'intéresse. Il m'a longuement expliqué à quelle vitesse l'Allemagne se réarme. Les nouvelles recrues tombent comme des mouches, dit-il. Mais il y en a plein. Ils sont enrôlés dès la fin de l'école. Le réarmement a beau être secret, il n'échappe pas au réseau d'informateurs des ambassades. Le Britannique Sir Eric Phipps, très anti-nazi, en fait part à Hitler, à sa manière. J'ai été reçu ce matin pour la première fois par le chancelier. J'ai fait remarquer, comme une observation personnelle, que bien que l'Allemagne ait été désarmée matériellement, il est frappant pour l'observateur étranger que spirituellement, elle est lourdement armée. M. Hitler a explosé alors dans un torrent de protestations. Il déclara que ce que l'observateur étranger voit comme du militarisme est simplement une discipline contre le communisme. Mes objections à Hitler ne pouvaient être exprimées que lorsque le Führer s'interrompait quelques secondes pour reprendre sa respiration dans le torrent de son éloquence. À certains moments, il ressemblait à un automate. 12 novembre 1933. Les bureaux de vote sont pleins.
Hitler a exigé un plébiscite pour ratifier la sortie de l'Allemagne de la Société des Nations. Le résultat fut acquis bien avant le décompte des votes. Ces élections sont une farce. Je n'avais aucune illusion sur Hitler quand j'ai été nommé à ce poste à Berlin. Mais j'avais espéré trouver au moins quelques personnes correctes autour de lui. Je suis horrifié de découvrir que toute la bande n'est qu'une horde de criminels et de lâches. Comme chaque nouvel an, le maréchal Hindenburg, toujours président en titre, reçoit les diplomates en grand uniforme. Les nazis sont au pouvoir depuis 1 an. Partout, ils proclament une baisse spectaculaire du chômage. Une baisse surtout due au retrait forcé des femmes du marché de l'emploi. À part quelques exceptions, la femme allemande du Troisième Reich est reléguée à une fonction de vague machine à procréer. Son devoir est de présenter un nouvel enfant chaque année à la patrie. Avec la nouvelle année, viennent aussi les mauvaises nouvelles. La loi sur la stérilisation forcée des personnes malades mentales rentre en vigueur à partir du 1er janvier. Le texte dit qu'il s'agit d'empêcher la naissance d'une progéniture indigne de vivre. C'est une loi inhumaine qui ne peut naître que dans l'esprit de sauvage. Et pour ma part, j'ai été convoqué par mon rédacteur en chef chez Ullstein, qui m'a dit « Au Lecker, nous avons reçu un conseil non écrit. Aucun article ne pourra plus être signé par vous. » 7 mars. J'étais à la chancellerie pour protester contre la vague de propagande nazie qui a récemment déferlé aux États-Unis. Réaction du Führer. « Ah, tout cela ne sont que des mensonges des Juifs. Au diable les Juifs. Ils ont ruiné la Russie et leur projet est de ruiner l'Allemagne. S'ils continuent à s'activer ainsi, nous nous débarrassons de façon définitive de tous ceux qui sont dans ce pays. » Ces propos sont négligés par Washington, focalisés sur les réparations exigées par le traité de Versailles que l'Allemagne rechigne à payer. Lors des réceptions, la vie continue, peuplée de soucis parfois plus banals. Le Führer est un végétarien notoire. Il devait y avoir 40 personnes à dîner. Mais j'ai quelques difficultés à choisir les plats que je pourrais faire servir au chancelier, qui ne mangeait jamais de viande et n'aimait pas les poissons. Pensant que chacun devait partager mon goût personnel pour les pommes de terre nouvelles, j'en fis servir un plat devant Hitler. J'avais deviné juste car il s'exclama enchanté « Oh, quelle chose merveilleuse vous m'offrez, madame l'ambassadrice !» À l'un de ces dîners, nombreux et toujours fastueux, j'ai rencontré un jeune Français, secrétaire d'ambassade, Armand Bérard. Il était incroyablement beau. Il commença à m'appeler, à m'amener au cinéma. Nous roulions de longues heures dans les paysages de lacs autour de Berlin. Il commença à m'expliquer le militarisme allemand, me montrer du doigt les camps militaires et les terrains d'aviation qui se multipliaient à travers tout le pays. Nous voyions des camps de concentration depuis la voiture. Commença à se dessiner sous mes yeux romantiques un vaste et complexe réseau d'espionnage, de terreur, de sadisme et de haine, auquel personne, officiel ou simple individu, ne pouvait échapper. De fait, les ambassades se méfient toutes de leur personnel allemand et de leur téléphone. Pour éviter les fuites, Dodd confie ses dépêches les plus importantes aux capitaines de bateaux américains partant pour New York. François Poncet donne ses rapports sensibles aux membres des familles des employés d'ambassade pour qu'ils les remettent en main propre au Quai d'Orsay. Chaque jour, de nombreux télégrammes chiffrés.
Les services du Quai d'Orsay ne relevaient pas sans consternation que ces dépêches quotidiennes avaient, au mépris des convenances, jusqu'à 20 et 30 pages. Mon excuse, c'est que le Troisième Reich et son gouvernement n'étaient pas réductibles aux usages en vigueur. Ils avaient l'ambition de bouleverser les assises morales et intellectuelles sur lesquelles avait reposé jusqu'ici le monde civilisé. Ils prétendaient évincer définitivement le christianisme et le remplacer par une religion nouvelle, le racisme. Nul compartiment de la vie publique et privée n'échappait à leur atteinte. Le droit, l'art, la science, l'éducation, la famille y étaient soumis. Il fallait nécessairement beaucoup écrire. Été 1934. Les ambassadeurs François Poncet, Phipps, Dodd et Cerruti reçoivent une invitation inattendue. Le ministre du Reich et maître des chasses Hermann Göring a l'honneur d'inviter son Excellence Sir Eric Phipps à la visite de ses chasses, le 10 juin, l'après-midi. Direction Karinhal, la gigantesque propriété de Göring, à 100 km au nord de Berlin, où le maréchal aime recevoir, loin de la tension croissante qui étouffe Berlin. Notre hôte était en retard, comme à son habitude, et est finalement arrivé dans une voiture de course qu'il conduisait lui-même. Il était habillé avec des bottes hautes et un large couteau de chasse à la ceinture. Le général Göring ouvrit les festivités par un discours délivré à côté de l'enclos du bison, d'une voix de stentor et avec l'aide d'un microphone. Il loua les beautés de la forêt primitive allemande. Puis Göring annonça: « Mesdames et vous, messieurs, dans quelques minutes, le magnifique bison mâle va ici, devant vos yeux, rencontrer sa femelle. Je vous demande de rester très tranquille et de ne pas avoir peur. » Personne n'avait peur, mais tous étaient très intéressés. « Allons, sors de là, Ivan le Terrible !» ordonna Göring. Les bisons s'approcha lentement des femelles, puis il baissa sa grosse tête et retourna dans sa cage. Incapable de nous contenir plus longtemps, nous rîmes aux larmes. Nous fîmes ensuite une longue promenade en voiture en pleine forêt. Göring avait changé de tenue. Nous visitâmes enfin, pièce de résistance, la construction qui devait accueillir les restes de sa première femme, Karine. Toutes ces scènes projetaient un sentiment d'irréalité, mais elles ouvraient une fenêtre vers la mentalité nazie. Göring nous avait montré avec naïveté ses jouets germaniques pour satisfaire ses humeurs changeantes. Et il y avait d'autres jouets, moins innocents, bien qu'ayant des ailes, qui pourraient un jour être utilisés dans des missions meurtrières avec le même esprit enfantin et la même allégresse. Ce danger se sent partout. À Berlin, Heinrich Himmler a mis la main sur la SS et la Gestapo. Rudolf Dils, l'amant de Martha, sent qu'il est mis sur la touche. Avant de se réfugier quelque temps en Suisse, il se confie au Dodd. Vous savez, c'est en majeure partie mon œuvre. J'ai réellement organisé le système d'espionnage le plus efficace que l'Allemagne ait jamais connu. Mais j'en sais trop. Nous n'étions que trop contents de recruter des hommes disposés à ne montrer aucune sensiblerie devant la tâche à accomplir. Malheureusement, nous ne savions pas que notre organisation avait attiré tous les sadiques d'Allemagne et d'Autriche à notre insu depuis un certain temps. Et elle avait réellement créé des sadiques. Pendant ce temps, Martha se découvre un nouvel amant, le conseiller soviétique Boris Vinogradov, très beau et très bien informé. Le samedi 30 juin était un jour aussi beau et chaud qu'il est possible d'en avoir en Allemagne. Je me fis rôtir au soleil pendant toute la journée, près de Wannsee, suivant l'habitude allemande d'avoir un coup de soleil le plus tôt possible dans la saison. À 18h, nous rentrâmes lentement à Berlin, nos têtes étourdies et nos corps brûlants, sans penser ni au jour même, ni au lendemain, ni aux nazis,
pleine de sympathie pour le peuple allemand au repos, si honnête, simple et amical. Quand nous arrivâmes à Berlin, l'atmosphère avait changé. Nous remarquâmes immédiatement le nombre inhabituel de policiers. Nous vîmes des camions de l'armée, des mitraillettes, des soldats, des SS. Les chemises brunes des SA étaient absentes. Le 30 juin 1934, c'est la nuit des longs couteaux. Sous prétexte d'un putsch, Hitler fait assassiner des centaines de dirigeants nazis, dont Ernst Röhm, le chef des SA, et de nombreux conservateurs. Rolf me dit, c'est une véritable boucherie en ce moment. J'eus à peine la force de m'habiller et de me rendre à la réception de Néo 3 de la Tiergartenstrasse à l'ambassade du Japon. À chaque arrivée d'un invité allemand, on murmurait en soupirant « Ah, vous avez survécu ». Après cette purge, plus personne n'est en sécurité. François Poncet, soupçonné par Hitler d'être lié à Röhm, donne rendez-vous à l'ambassadeur américain au Tiergarten, loin de toute écoute. Je ne serais pas surpris de me faire abattre à tout moment dans les rues de Berlin. C'est pour cela que ma femme reste à Paris. Les Allemands nous haïssent tellement, et leur chef est complètement fou. Le vieux président Hindenburg meurt le 2 août 1934. Désormais, Hitler cumule toutes les fonctions. Malgré les assassinats, malgré les dépêches alarmistes, aucun pays ne rappellera son ambassadeur. « 1935. Pour la première fois, c'est le Führer lui-même qui reçoit les vœux des diplomates. La fièvre est retombée. Berlin se drape d'une normalité parfois extravagante. Le ministre de l'air du Reich, général Hermann Göring, vous prie humblement de prendre connaissance de son mariage avec Madame Emmy Sonnemann, actrice d'État, le vendredi 12 avril. Les mariages méritaient d'être vus. C'était une ravissante symphonie printanière, mais fort peu en harmonie avec ces couples d'âge mûr et de forte corpulence. Göring reçut des cadeaux somptueux, des propriétés, un yacht et une épée à poignée en or. François Poncet note que le numéro 2 du régime a également reçu une escadrille de 28 avions. Globalement, le régime est stable. Il fait construire de nombreux nouveaux ministères et logements à l'architecture clairement nationale-socialiste. Rapport François Poncet du 24 juillet 1935. Les camps de vacances de la jeunesse hitlérienne. Pendant la période des vacances scolaires, l'Allemagne du bord de la mer et des rives des lacs se couvre de tentes qui abritent plus de 100 000 jeunes appartenant à la Hitlerjugend. Le camp est essentiellement une école de l'hitlérisme. Aucune influence étrangère. Ni la famille, ni la religion n'y ont droit d'accès. L'idée raciale préside à cette phase de l'éducation. Le type de l'homme arien, du héros, se façonne dans le camp, au grand air et au soleil. Certains traits rapprochent également le camp de la caserne. L'Allemand est soldat, même en liberté. Je me suis rendu dans un village idyllique. La route n'avait rien de drôle. Les autoroutes allemandes sont un chaos de construction et de réparation. Partout des déviations. Tout doit être fait pour ces routes prévues pour l'armée d'Hitler. Pour détourner l'œil de ces routes déchirées, on croise nombre d'affiches peintes. Hitler, travail, pain, merci à notre Führer. Et à l'entrée des villages et des devantures,
Nous ne servons pas les Juifs. Septembre 1935. L'Italien Ceruti, dont l'épouse est juive, est ravi d'être nommé ambassadeur à Paris et d'échapper à l'univers nazi. Ses derniers rapports dénoncent les nouvelles lois raciales de Nuremberg qui interdisent presque tout aux Juifs, jusqu'aux mariages et rapports sexuels avec des Aryens. Des lois qui alertent tous les diplomates. La province allemande est donc revenue aux mœurs du Moyen-Âge, où tout commerce charnel entre juifs et chrétiens était considéré comme sacrilège. Les juifs sont terrorisés. Ils n'ont plus qu'une pensée, celle de fuir un pays qui les considère et les traite comme des lépreux. Déjà, les consulats ont constaté les premières manifestations de ce nouvel exode. « 1936. Alors que les diplomates sont reçus par Hitler, l'ambassade de France accueille un jeune officier comme conseiller militaire, Paul Stellin. Alsacien, bilingue, il a été envoyé pour espionner le développement de moins en moins secret de la Luftwaffe de Göring. Je sais déjà beaucoup de choses sur Berlin lorsque je descends à la gare de Friedrichstraße. Adresse de restaurants, de boîtes de nuit, d'auberges de campagne, de lieux discrets, plus difficiles à trouver qu'en France et peut-être pas tout aussi agréables. J'avais appris à voir et à entendre, puis à chercher le renseignement aux échelons hiérarchiques élevés de l'adversaire en puissance. Il était assez facile, à la faveur d'une telle expérience, de s'apercevoir que des événements graves se préparaient et allaient se déchaîner. Début mars, Hitler tente un coup de force et fait occuper la zone démilitarisée de la Rhénanie. C'est une violation flagrante du traité de Versailles. Mais la France refuse de riposter, son opinion publique étant farouchement opposée à toute nouvelle guerre. Nous avons été battus sans combat aux yeux du monde par la toute jeune armée allemande. La dernière chance de porter un coup décisif au régime national-socialiste et de sauver la paix vient de nous échapper. Lors d'un dîner, le jeune Stellin sympathise avec la sœur de Göring et s'introduit ainsi dans l'entourage direct du maréchal. De quoi récolter des informations précises sur les luttes d'influence dans le premier cercle d'Hitler, entre ceux qui prônent une attaque à l'ouest et ceux qui veulent n'envahir que la Pologne et l'Union soviétique. Stellin obtient même de Göring un avion de liaison pour survoler l'Allemagne. La facilité avec laquelle je peux utiliser l'avion qui, sur les conseils même de Göring, a été mis à ma disposition, est étonnante. Du samedi au lundi, je fais des voyages vers une plage ou la montagne pour assister à une manifestation artistique, touristique ou sportive. Chaque parcours offre les occasions d'observation que nous recherchons. La physionomie des régions à l'est et au nord de Berlin, l'intensité et la nature des communications routières et ferroviaires. Mais dans les ambassades alliées, les visiteurs se font rares. Les diplomates occidentaux se sentent de plus en plus isolés, ostracisés. L'été, les François Poncet se réfugient dans leur maison de campagne, à Wannsee. Les filles doivent désormais effectuer 6 mois de service de travail du Reich. Mon amie Margarete a tenté d'en préserver sa fille Hilda aussi longtemps que possible. Toutes les mères craignent la Ligue des jeunes filles allemandes, car la plupart ne sont plus des jeunes filles à leur retour. Quand Hilda est finalement rentrée du service, elle attendait un enfant.
Margarete était désespérée. Mais Hilda a dit « Je suis fière d'offrir un bébé au Führer. J'espère que ce sera un garçon, qu'il mourra pour lui. » Puis se tournant vers moi, elle dit « Je suis une des promises du Führer, et je ne veux plus parler à des antinationaux socialistes. » Le ministre du Reich pour la propagande, Joseph Goebbels, et le leader de la jeunesse du Reich, Baldur von Schirach, vous prient d'assister à l'ouverture de la 11e Olympiade le 1er août à midi. Alors qu'Hitler envoie ses avions soutenir Franco en Espagne, les Jeux Olympiques font l'effet d'une pause enchantée. Rapport du 2 août 1936, Jeux Olympiques de Berlin. Depuis 8 jours, la ville est baignée dans une atmosphère de fête. Dès le début, les chefs de l'Allemagne hitlérienne ont compris tout le parti et tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer des Jeux Olympiques. Ils les ont fait entrer dans le domaine de l'État. Quand le chancelier Hitler, entouré d'un cortège d'officiers et des membres du comité olympique, chapeau bas, a descendu l'escalier monumental du stade au milieu des applaudissements d'une foule de 120 000 personnes, il avait vraiment l'air d'un triomphateur à l'apogée de sa gloire. Pour finir, 1200 choristes ont chanté l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Ceux qui, en l'écoutant, songeaient à la fragilité de la paix du monde, ne pouvaient se défendre d'avoir le cœur serré. Tout est colossal. La svastika est partout, de même que les uniformes bruns et noirs. Le manque d'esprit sportif du premier homme de l'Allemagne est à la fois dégoûtant et fascinant. Il saute de son siège quand la svastika est levée, ou quand un Finlandais ou un Japonais gagne. C'est son spectacle, et ces Allemands sont des surhommes. Enfin, c'est ce que le monde entier doit réaliser. Dans un mois, ces étrangers auront repris le chemin de leur patrie. Dans toutes les langues, ils chanteront les louanges du Troisième Reich. Ils n'auront rien vu de l'appauvrissement des classes moyennes, ni de la baisse du niveau d'existence des ouvriers. Ils ignoreront tout des camps de concentration, de la tyrannie de la Gestapo, de la délation érigée en système gouvernemental, de la partialité monstrueuse de la justice, de l'étouffement de toute opinion et de la paralysie progressive de l'intelligence et de la pensée. « 1937. Les Alliés constatent qu'Hitler multiplie les contacts avec d'autres diplomates, des Japonais, des Roumains et bien sûr des Italiens. Face aux tensions, certaines capitales jouent la conciliation, rappelant leurs diplomates les plus critiques. C'est le cas des Russes, des Suisses et surtout des Britanniques, avec l'arrivée de Sir Henderson. On disait que Henderson avait été nommé pour contrer la colère des nazis envers Phipps. En tout cas, il a joué le jeu nazi de manière peu subtile. Tout le milieu diplomatique raillait la facilité avec laquelle Henderson s'était rapproché et était devenu intime des cercles dirigeants nazis. Il affirma même à une soirée son vœu que l'Autriche soit annexée par l'Allemagne. Résultat, à l'automne 1937, Henderson est le premier occidental à accepter l'invitation au congrès du parti à Nuremberg, jusqu'ici boycotté par les Alliés. Tous les diplomates se rendent désormais à la grande messe nazie. Rapport ambassade française, congrès de Nuremberg. Spectacle grandiose. Succession hallucinante de tableaux vivants aux proportions gigantesques. L'apothéose de l'armée s'est confondue avec celle du Führer. Une sorte de messie de la race germanique, grâce auquel le Reich, après une longue période d'humiliation, peut de nouveau élever la voix et redresser la tête. Mais après,
tout ce fanatisme ne se répétera pas devant. Quand le Minotaure aura dévoré tous les ennemis intérieurs, quand il n'aura plus rien à se mettre sous la dent, comment se comportera-t-il ? Mussolini est ici. Des amis qui ont une maison avec une vue imprenable m'ont invité à voir le spectacle. Ils m'ont fait parvenir un laissez-passer sans lequel aucun simple mortel ne peut s'approcher du boulevard. Magasins, écoles et usines ont fermé pour l'occasion. Les voitures ont commencé à défiler vers 18 h. Toujours un nazi en couple avec un fasciste. Mussolini avait l'air ennuyé. Probablement en a-t-il assez de voir que tant de cérémonies du manuel nazi sont juste des emprunts de ses propres mises en scène. À Noël, enfin, c'est au tour de l'inflexible Dodd d'être rappelé aux États-Unis. Mis au banc par les nazis, retranché dans son ambassade, son impuissance est devenue manifeste. Les réceptions du Nouvel An ont eu lieu à Berlin au palais de la présidence avec le cérémonial accoutumé. Monsieur François Poncet, ambassadeur de France. L'ambassadeur du Japon. Le nonce apostolique. Au cours de la réception, le Führer a déclaré que la paix était l'objet de tous ses efforts. En guise de paix, Hitler décide en mars, peu avant son 49e anniversaire, d'annexer l'Autriche au Reich allemand. C'est l'Anschluss, un coup de force qui ne suscite toujours pas de réaction de la part des démocraties. Les ambassades tirent une fois de plus les sonnettes d'alarme. Les attachés militaires en particulier sont terrifiés par l'efficacité des bombardiers allemands en Espagne, notamment à Guernica. Certains imaginent déjà ce que cela donnerait si un jour la France était envahie. Le 20 avril 1938, pour l'anniversaire de Hitler, notre ambassadeur a été frappé par la revue des chars et des véhicules blindés. Dans le style qui lui est propre, il a décrit la ruée des divisions blindées allemandes à travers la Belgique. Leur déversement à partir de la frontière belge sur l'ensemble de la France, du nord au sud, jetant le désordre dans nos armées organisées et entraînées pour une toute autre forme de guerre, provoquant la panique dans la population surprise et affolée, cependant que le gros des forces allemandes suivrait pour occuper sans rencontrer de résistance l'ensemble du pays. Ce télégramme prophétique d'André-François Poncet a amusé le général Gamelin. Il reprocha à l'ambassadeur de jouer au stratège. « 20 juillet. Il faut que je quitte l'Allemagne le plus vite possible. J'ai pour l'instant récolté 23 des documents officiels nécessaires au départ, dans 15 bureaux différents. Et encore, j'ai mes contacts et mes soutiens. Je n'ose pas imaginer le parcours des Juifs ordinaires. » Directement menacée, Frau Bella obtient enfin son visa américain. À la sortie du consulat, elle pleure amèrement sur le Pariser Platz. Août 1938. Toujours plus sûrs de leur force, les nazis ont invité le général français Vuillemin, chef d'état-major de l'armée de l'air, pour une visite apparemment amicale. Leur but réel, déstabiliser les Français. Le déroulement du programme commence sous forme d'exercices exécutés par un grand nombre d'avions de combat de tout type. La partie la plus nouvelle pour les officiers français consiste en des bombardements en piqué réalisés par une cinquantaine d'avions sur des cibles fixes et sur des véhicules déclassés en mouvement, tirés par des câbles. Pour le général Vuillemin, c'est une surprise. Ce qui tend à prouver que tout ce que j'ai écrit à ce sujet n'a pas été lu avec beaucoup d'attention à Paris. Vuillemin exprimera à notre ambassadeur
sa crainte de voir notre armée de l'air fondre en une quinzaine de jours, si elle doit affronter la Luftwaffe, dont il vient de constater la puissance et l'entraînement. Tout le monde croit à la guerre imminente depuis que Hitler a décidé d'absorber les Sudètes, les régions allemandes de la Tchécoslovaquie. Au dernier moment, en septembre 1938, les grandes puissances organisent une conférence à Munich pour tenter de sauver la paix. François Poncet m'appelle vers 5 heures de l'après-midi. Je dois l'accompagner à Munich. À la gare, l'émotion parmi les personnes qui nous voient passer est intense. Madame Attolico, femme de l'ambassadeur d'Italie, se précipite sur François Poncet et l'embrasse. « Il faut sauver la paix. Nous autres Italiens aimons la France. » Ces mots viennent comme des sanglots. François Poncet est l'un des organisateurs de la conférence. Mais, grande nouveauté pour l'époque, les chefs d'État ont fait le déplacement pour régler eux-mêmes la crise. Munich marque aussi le début de la fin des grandes ambassades. Chamberlain et son ambassadeur Henderson, Daladier et son équipe sont prêts à tout. Les discussions s'éternisent. L'accord est finalisé à 2 heures du matin. Les Tchèques sont tenus à l'écart. Le lendemain matin, ils découvrent qu'ils ont été trahis par Londres et Paris. Hitler peut annexer les Sudètes presque sans combat. Adolf Hitler reste un aventurier toujours tendu vers de nouvelles entreprises, toujours avide de nouveaux triomphes, rebelle à l'idée de la modération, d'une susceptibilité et d'un orgueil maladif. En face de cet homme, la France aurait tort de s'endormir dans la joie de la paix sauvée. Pour François Poncet, Munich a juste permis de gagner du temps. Fataliste, il accepte d'être nommé à Rome. Alors que le tout Berlin se bouscule à sa fête d'adieu, lui espère convaincre Mussolini de ne pas suivre l'Allemagne aveuglément dans une guerre. Le 9 novembre 1938, l'année s'achève avec la nuit de cristal, déferlement inouï de haine organisé par les hommes de Goebbels. 267 synagogues sont brûlées, 60 000 juifs envoyés en camp. « 1939. La nouvelle chancellerie d'Hitler aux 1000 pièces, située à quelques pas de l'ambassade d'Angleterre, est prête. Comme chaque année, le nonce papal lit la déclaration des diplomates. Puis le Führer salue les ambassadeurs en randonnion. À l'extérieur, Berlin est une ville à la fois semblable et différente de ce qu'elle était en 1933. Les soirées, fêtes et réceptions continuent à un rythme effréné, mais désormais ce sont les amis de l'Axe que Berlin met en avant. En mars, inauguration d'une exposition culturelle japonaise. En avril, visite d'un ministre hongrois. En mai, signature d'un pacte militaire entre Berlin et Rome. En juin, enfin, accueil triomphal des vainqueurs de la guerre d'Espagne, dans une atmosphère toujours plus martiale. Été 1939. Hitler fit soigneusement monter la tension sur la Pologne, prétextant de mauvais traitements imposés aux Allemands qui y vivaient. Les messagers se pressaient vers Berchtesgaden pour tenter de trouver une solution. Le 18 août encore, je réclamais qu'une lettre de conciliation soit envoyée au Führer. Le 21 août, nous apprîmes que nous avions été pris de vitesse par les soviétiques. Fin août, à Moscou, les ennemis jurés allemands et soviétiques signent en effet un pacte de non-agression et se partagent la Pologne. Une semaine plus tard, sous le faux prétexte d'une agression polonaise, les nazis envahissent le pays. Mais cette fois,
les Occidentaux refusent de fermer les yeux. Londres fait évacuer ses derniers diplomates par bateau, Paris par train spécial vers la Suisse. Le 4 septembre, après des années de reculade, les deux pays déclarent la guerre à l'Allemagne. Dodd envoie une lettre au président Roosevelt. On aurait pu éviter la guerre si les démocraties européennes avaient agi de concert pour stopper Hitler. Elles y seraient arrivées. Maintenant, c'est trop tard. La guerre n'est pas la fin de l'histoire. Aux États-Unis, William Dodd s'évertue à prévenir du danger nazi jusqu'à sa mort en février 1940. Sa fille, Martha, a épousé un millionnaire new-yorkais. Démasquée comme espionne soviétique pendant la guerre froide, elle fuit à Prague, où elle meurt en 1990. À New York, Bella Fromm manque de se faire assassiner par des espions nazis, puis reprend une vie mondaine. Paul Stellin rejoint l'Afrique du Nord et la France libre. Il devient chef d'état-major de l'armée de l'air en 1960. Otage des nazis jusqu'à la fin de la guerre, André-François Poncet retourne en Allemagne comme haut-commissaire en 1945, puis comme ambassadeur à Bonn jusqu'en 1955. Sous l'ambassade du Pariser Platz en ruine, on découvrira plus tard, dans une cachette, les copies de ses nombreux rapports au Quai d'Orsay.